Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît, à part vous bien sûr. On en parle de la météo, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas ici, il pleut sans arrêt. On a genre eu 3 jours de beau temps et encore. Et puis ce n'est pas une petite pluie, hein. Là c'est vraiment une grosse pluie. C'est vraiment des quantités extrêmes. Je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, Météo France nous a indiqué qu'il n'a jamais plu autant en France depuis toute l'histoire des relevés météorologiques. Pour vous dire. Et là, les sols, ils sont gorgés d'eau, hein. Il y a de l'eau partout. Franchement, j'hésite même à aller au travail en bottes parce que on peut pas y aller avec des chaussures classiques. On a instantanément les chaussettes mouillées. C'est quoi ce temps de fou? Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une longue série où on va commencer le suivi des 64 arbres fruitiers et petits fruitiers de mon jardin. Grâce à cette série de vidéos, vous allez avoir plein d'idées pour l'aménagement de vos propres jardins. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer comment je les ai plantés par rapport à leur exposition au soleil, mais également par rapport à leur exposition au vent dominant, par rapport à leur exposition aux intempéries, également par rapport au type de sol. Vous allez tout savoir. Et vu que c'est un suivi, je vais également vous montrer mes techniques de taille. Je vais également vous montrer comment je lutte contre les parasites. Vous allez avoir plein d'informations pour avoir une excellente production de fruits à l'intérieur de vos propres jardins. D'ailleurs, la miniature de cette vidéo aurait dû être « Je vous montre les 64 arbres fruitiers et petits fruitiers de mon jardin ». Or, comme je vais vous expliquer dans ma précédente vidéo, j'ai trouvé un animal hyper rare dans mon jardin. Je suis sûr même les gens de la campagne, vous avez jamais vu ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça toute ma vie. Et d'ailleurs, pour vous, j'ai bien entendu filmé cet animal et je l'ai également pris en photo, mais j'ai quand même essayé de le déranger le moins possible parce qu'il est quand même dans son milieu naturel et j'ai vraiment envie qu'il se sente en sécurité. Là, on pourrait croire que je suis en pleine forêt dehors, et pourtant, je suis bel et bien dans mon jardin. Alors attention, petit disclaimer, mon jardin, c'est pas du tout le type de jardin que je rends à mes clients, hein, en tant que paysagiste, bien sûr. En fait, il faut voir mon jardin comme un jardin expérimental, où je teste tout un tas de techniques, et après, si ces techniques fonctionnent bien, et bien après, je les reproduis ainsi chez mes clients. Je l'ai divisé en 3 biotopes bien distincts. C'est-à-dire que là, je vous mets l'image juste ici. Vous avez la partie forestière qui est la partie 1. Après, il y a la partie 2 qui est la partie clairière, où il y a le bassin et la serre. Et il y a la partie 3 qui est plus une zone maraîchère, où là, par contre, c'est tout ce qui est le potager et les arbustes fruitiers. Ici, c'est la partie de mon jardin que j'entretiens le moins possible. C'est ici où je laisse vraiment la nature s'exprimer. C'est là où mes animaux sont installés et où ils se sentent en sécurité. C'est vraiment un lieu idéal pour être totalement dépaysé. On se croirait vraiment dans une forêt sauvage. En effet, là, on voit qu'il y a des plantes sauvages qui poussent. Là, c'est vraiment, j'essaye de reproduire vraiment le milieu naturel. On pourrait croire que ce jardin est à la campagne, mais pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est en plein centre-ville. D'ailleurs, quand j'ai visité ce terrain, j'ai tout de suite vu son potentiel quand je voyais toute cette nature s'exprimer. En effet, quand on a commencé la visite, il y avait même un petit hérisson qui dormait juste ici, au pied de ce prunier. À l'origine, ce jardin faisait partie d'un immense verger qui était spécialisé dans la production des cerises. Mais en fait, les héritiers de ces maraîchers ont décidé de diviser tout ce terrain pour pouvoir le vendre plus facilement et en faire des lieux d'habitation. Dans ce jardin, quasiment tous les arbres sont des fruitiers. Il y en a très peu qui n'en sont pas d'ailleurs. Je laisse les poules en quasi totale liberté. C'est d'ailleurs elles qui s'occupent de l'entretien. Moi, le seul entretien que je fais, c'est pour pouvoir y circuler librement. Car quand j'ai acquéri ce terrain, là, tout ça, c'était une jungle où il était impossible de s'y déplacer. Il y a d'ailleurs des restes de mon entretien que j'ai réalisé ici. En fait, il était impossible de s'y déplacer. J'ai donc nettoyé la zone et j'ai laissé une bonne partie du bois résiduel en surface, sur le sol, pour pouvoir reproduire un sol forestier. Après, les poules ne sont pas toujours en totale liberté, car de temps en temps, je les enferme dans la volière de sécurisation, qui est juste ici. Je les enferme quand il y a des épisodes de grippe aviaire, pour pouvoir les sécuriser, pour pouvoir éviter qu'elles soient contaminées. Je les enferme également quand il y a des énormes périodes de pluie, comme en ce moment, où les sols sont détrempés, où elles risquent d'attraper le coryza. Et je les enferme également quand je pars en vacances, quand je pars plus d'un week-end. Là, je les enferme et comme ça, au moins, je suis sûr qu'elles sont en totale sécurité. Pour acquérir ce jardin, j'ai dû me mettre en compétition avec un promoteur immobilier qui voulait absolument tout raser, tout bétonner et puis après construire des habitations dessus. Mais du coup, j'ai réussi à obtenir ce jardin de justesse en acceptant de ne pas faire de compromis sur le prix et donc de dépenser sans compter.
mais ça valait le coup parce que c'est vraiment un milieu naturel où depuis que je m'en occupe, en fait, il y a vraiment la biodiversité qui s'est fortement installée. On va commencer le suivi des arbres fruitiers. Alors je vous mettrai le nom des espèces en sous-titres car je ne les connais pas toutes par cœur. Et bien sûr, il y a certains arbres qui étaient déjà là avant que j'arrive, donc j'ai juste procédé à une identification. Et du coup, les plantes que j'aurais identifiées, vu que je ne pourrais pas vous garantir vraiment de l'espèce, eh bien, je mettrai un point d'interrogation à côté pour que vous puissiez être alerté. À gauche de la volière de sécurisation, il y a les poubelles où je stocke le grain des poules et le foin. Et donc là, il y a des troncs. Et donc tous ces troncs, ce sont des mirabelliers sauvages, qui ont été probablement plantés là par les oiseaux au vu de leur proximité. Ou alors, il est possible qu'il y ait un mirabellier principal qui a eu des rejets, qui ont donné eux aussi des mirabelliers. Enchevêtrés entre les troncs de mirabellier, il y a également d'autres espèces qui ont poussé là de façon sauvage. Bon, celle-ci, je connaissais le nom un moment et puis entre-temps j'ai oublié. Si je voulais entretenir ces mirabelliers, il faudrait que je sélectionne les troncs dominants et que je supprime les autres pour que les mirabelliers avec les troncs dominants aient plus d'espace pour pouvoir se développer. Et il faudrait que je nettoie autour du mirabellier sur une surface d'environ 1 mètre autour pour pouvoir supprimer les autres plantes indésirables. Mais la nature fait très bien les choses parce que ces mirabelliers-là produisent tellement qu'on a largement assez pour notre consommation personnelle. À droite de la volière de sécurisation, il y a ici un figuier, que l'on peut voir ici, qui lui m'a l'air très ancien, que j'ai déjà bien taillé parce qu'il y avait vraiment des branches qui partaient dans tous les sens. D'ailleurs, on peut voir les traces de mes tailles un peu partout. Et il produit pas beaucoup, mais ce n'est pas grave parce que j'ai un second figuier ici dans ce jardin qui lui produit énormément de figues chaque année. Largement trop d'ailleurs pour notre consommation. Et à côté de ce figuier, il y a d'autres troncs de mirabelliers sauvages qui sont juste ici et qui forment vraiment une canopée. On se croirait vraiment dans une forêt sauvage. Et je les laisse comme ça parce que je trouve ça vraiment très beau. Et à droite de ces mirabelliers, il y a ici un autre figuier qui lui produit énormément de figues chaque année. Largement trop d'ailleurs pour notre consommation. Voici d'ailleurs ce figuier vu de l'extérieur, voir ce que ça donne. Comme on peut le voir, il est vraiment immense. Toujours à droite de ce figuier, il y a ici un abricotier que j'ai planté moi-même, là qu'on peut voir ici. J'ai planté cet abricotier hiver 2022 et il n'a pour l'instant produit aucune fleur et je pense que c'est à cause de son exposition. En effet, le soleil se lève à l'est qui est là-bas et se couche à l'ouest qui est de l'autre côté. Et du coup, les deux arbres là lui font trop de concurrence et du coup il n'a pas assez de soleil. Donc plus tard, ce que je compte faire, c'est que je vais tailler cet arbre là, qui lui est un prunier. Un prunier qui est d'ailleurs très productif d'ailleurs, car là, si on regarde bien ses branches, eh ben, il y a énormément de prunes qui y poussent. Là qu'on voit ici. À côté de l'abricotier et du prunier, j'essaye de reproduire une haie naturelle ici, où en fait je laisse les plantes pousser de façon anarchique et en fait qu'elles produisent elles-mêmes une haie pour pouvoir faire une délimitation avec le voisin. Et du coup, ici il y a un sureau, que malheureusement je pense que c'est un sureauièble, donc non comestible. Là on peut voir les fleurs. Donc là voilà le sureau. Dans le sureau pousse une vigne à l'état sauvage, avec une vigne avec du raisin qui arrive. Donc on va bien voir. Je laisse également cette vigne sauvage envahir le figuier qui est juste ici. Il y a également des ronces que j'essaye de contenir, on peut voir ici. Parce qu'il faut savoir que ici c'était un véritable roncier et du coup j'ai dû bien nettoyer la zone jusqu'à en arracher les racines qu'il y a sous terre pour pouvoir vraiment faire de la place aux autres plantes parce que sinon ça allait devenir un immense roncier. Donc il y a des ronces et il y a ici des orties que je laisse venir en fait, que je laisse pousser à l'état naturel parce que c'est une excellente source de nourriture et avec on peut faire tout un tas de produits dérivés pour s'alimenter. Les petits arbustes qui poussent un peu partout, là et là-bas, je pense que ce sont des rejets du prunier qui est juste ici. Je ne suis pas sûr encore, à moins que ce soit des graines qui germaient, mais c'est étrange qu'il y en ait autant autour de cet arbre-là. Donc je pense que ce sont des rejets. Et ils ne me gênent pas, au contraire, je trouve que ça fait joli et puis ça permet de vraiment occuper l'espace et de faire quelque chose d'assez sauvage. Et au pied de tout ce petit beau monde, il y a un bassin que j'ai réalisé, un bassin naturel.
Et oui, ça c'est pour tous ceux qui ont critiqué ma vidéo sur le bassin. Quand je vous avais dit que j'avais expérimenté le bassin naturel, eh ben c'était pas des blagues. Là on peut voir. Alors en fait, je l'ai fait avec de l'argile. En fait, j'ai creusé le bassin jusqu'à atteindre une couche d'argile. Ensuite, j'ai fait les différents paliers en creusant dans le bassin, c'est-à-dire qu'il y a différents paliers. Il y a la rive ici, qui fait tout le tour. Ici, il y a une pente douce pour que les animaux puissent descendre et s'abreuver. Et en fait, j'ai creusé jusqu'à la couche d'argile qui est en profondeur. Et après, je l'ai faite remonter et je l'ai plaqué contre les parois en tassant bien pour pouvoir imperméabiliser le sol en fait. Je l'ai placé astucieusement dans un endroit où il y a beaucoup d'eau qui s'écoule. En fait, mon terrain est en pente, il monte vers là-haut. Et du coup, quand il y a de fortes pluies, il y a tout un tas d'eau qui dévale, surtout de ce côté. Et du coup, j'ai créé 2 gouttières ici, en fait, qui redirigent l'eau vers la mare naturelle. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini parce qu'il faudrait que j'installe des plantes dans ce bassin. Mais évidemment, si je vous l'ai déconseillé dans ma précédente vidéo, c'est que j'ai bien entendu testé et qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles je ne recommande pas ce type de bassin. En fait, ce bassin a le gros problème qui s'auto-bouche en fait. Donc on peut creuser autant de fois et autant de profondeur qu'on veut, à chaque fois à cause de la pente et à cause de l'eau qui s'écoule, et se rebouche systématiquement. Et en plus de ça, en fait, je ne peux pas mettre de système de filtration à l'intérieur de ce bassin, parce que vous vous doutez bien que là, la terre, elle est chargée en plein de choses, en argile et tout ça, ça va boucher en fait. Si je mets une fontaine et un système de filtration, ça va se boucher très rapidement. Donc c'est pour ça que je ne vous le recommande pas. Là, elle est pleine, mais même si elle met énormément de temps à se vider, elle reste pas pleine en permanence. En effet, au bout d'un certain temps, quand il y a beaucoup de jours de beau temps qui se succèdent, quand il y a environ une semaine de beau temps, eh ben, elle est déjà vidée de plus de la moitié. Donc elle se vide en permanence et elle se vide très rapidement. Mais bien sûr, je vais la laisser quand même et puis je vais implanter tout autour des plantes sauvages pour pouvoir créer un espèce de bassin naturel. Et je ferai bien entendu le suivi comme pour l'autre bassin. Et à côté de ce bassin, j'ai ici un autre bassin pour les animaux où je change l'eau très régulièrement pour qu'elle reste constamment propre et aussi pour éviter qu'il y ait trop de larves de moustiques à l'intérieur. Et le gros avantage de cette zone 1, c'est que je n'ai pas besoin d'y passer à la tondeuse. En effet, ce sont les poules qui passent à la tondeuse, c'est également le canard, et du coup l'herbe est tout le temps nette, rase, et ça me fait gagner énormément de temps dans l'entretien du jardin. À gauche du figuier, j'ai ici un prunier qu'on peut voir ici. Alors c'est un prunier où il y a la végétation qui s'est bien développée autour du pied. Alors si j'ai laissé la végétation se développer autant, c'est parce que ce prunier produit déjà suffisamment, il produit même énormément, au point que l'année dernière, énormément de branches se sont cassées. Et à côté de ce prunier, j'ai ici un pommier que j'ai planté hiver 2022 et il a déjà des pommes. Là, j'en ai une ici. Il en a également à d'autres endroits. Il y en a une ici. Il y en a également une ici. Et en fait, le problème de ce pommier, c'est que le pied est assez fin et plutôt branlant. Donc quand il y a des fortes tempêtes, je l'attache. Mais sinon, la plupart du temps, je le laisse parce que je veux qu'il se renforce de façon naturelle avec le vent. Et en fait, voilà, le problème de ce pommier, c'est qu'il a tellement de pommes que j'ai peur que cette année, il s'effondre sous le poids de ses propres pommes. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, si je devrais retirer toutes les pommes pour la première année où il produit, parce que s'il s'effondre, ça serait catastrophique. Et à côté de ce pommier, il y a ici un poirier que j'ai planté hiver 2023. Je l'ai d'ailleurs protégé, comme j'ai protégé là-bas l'abricotier, pour éviter que les poules mangent les premières feuilles. On peut voir qu'il y a des branchages là, tout le long de ce grillage. Alors en fait, c'est parce qu'il y a une bonne raison. En effet, j'ai enterré le grillage, sauf que les poules ont tendance à le déterrer. Et donc du coup, pour empêcher aux poules de gratter, on peut voir, elles aiment bien gratter au pied du grillage. Et bien, du coup, j'ai mis plein de branchages, comme ça les empêche en fait de déterrer le grillage à chaque fois. Et ici, il y a un petit tuyau qui sert d'autoroute à hérissons. Car en effet, c'est important que les hérissons puissent circuler librement dans votre jardin. Et donc il y a un tuyau ici, mais il y a également un tuyau chez les poules. Et en fait, ces tuyaux-là, ils sont sur tout le long de mon jardin, et ça permet aux hérissons de pouvoir circuler en toute liberté sans se blesser. Tout le long de ce grillage ici, et même devant le muret en parpaing, j'ai pour projet en fait d'installer une grosse haie nourricière qui va couvrir une bonne distance, une haie nourricière avec un feuillage persistant
pour pouvoir gagner en intimité et pour éviter d'avoir trop vu chez le voisin. Et comme ça pourra faire un excellent refuge pour la biodiversité. D'ailleurs, je vous recommande d'installer une haie pour vous séparer de vos voisins. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir faire un refuge pour la biodiversité. Mais également, si c'est une haie nourricière, elle permettra de vous produire des fruits tout au long de l'année. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous présenter tout un tas de types de haies. Il y a les haies ornementales qui sont magnifiques. Il y a les haies nourricières qui vous produisent des fruits tout au long de l'année. Et il y a les haies défensives qui, elles, sont équipées d'épines empoisonnées, avec des boules empoisonnées, et en plus avec une pellicule, une poudre sur la surface des feuilles qui provoque de violentes allergies à tous ceux qui essaieraient de la franchir de force. Et oui, tout un programme. Abonnez-vous! Comment j'ai implanté ces arbres vis-à-vis de l'exposition au soleil? Là et celui-là. Alors en fait, c'est très simple, j'ai essayé de rattraper l'organisation anarchique de la zone forestière. En fait, j'ai essayé de faire des lignes imaginaires. En partant de ce prunier-là, j'ai fait une ligne qui passe là avec le pommier, puis ici avec le poirier. Et là, il y a également une autre ligne qui passe du figuier jusqu'au l'abricotier et après le prunier. Parce qu'en fait, le soleil se lève à l'est là-bas et se couche à l'ouest par là-bas. Donc du coup, toutes les plantes sont exposées au soleil de façon uniforme. Ici, j'ai installé un abricotier parce qu'en fait, les abricotiers font partie de la famille des prunus, comme cet arbre-là, l'autre prunier qui est ici, et les mirabelliers. Et du coup, en fait, ça signifie que la terre est idéale pour l'implantation des arbres de type prunus. Surtout quand, par exemple, le cerisier est aussi un prunus, et que vu qu'ici c'était un verger à cerisier, c'est que donc la terre est vraiment idéale pour l'implantation de ce type d'arbre. J'ai également implanté un pommier ici, car il est très intéressant, car on peut récolter les fruits en septembre et les conserver durant tout l'hiver. Et je lui ai fait une taille en semi-gobelet. En fait, c'est un gobelet classique, sauf que j'ai laissé des branches charpentières qui vont monter vers le haut pour pouvoir avoir un étage supplémentaire. Et j'ai laissé des branches tombantes, comme ceci, pour pouvoir avoir plus de facilité lors de la récolte des fruits. Et à côté du pommier, j'ai installé le poirier, qui a une zone qui est assez dégagée, et donc il n'y aura rien qui vont gêner son ensoleillement. Pour le poirier, pour l'instant, je le laisse pousser de façon autonome, et après, plus tard, je verrai si je le fais grandir ou si je le laisse pousser de façon buissonnante. Pour l'abricotier, je vais le laisser pousser comme ça de façon buissonnante, mais par contre, je vais lui faire prendre de la hauteur. Comme ça, il aura un ensoleillement idéal et en plus, ça sera plus facile pour récupérer les abricots. Pour l'entretien, je vais désherber à la main 1 mètre autour du pommier, 1 mètre autour du poirier et 1 mètre autour de l'abricotier. Et après, je vais rajouter de l'engrais naturel que je fais moi-même pour qu'il puisse pousser dans les meilleures conditions. Idéalement, j'aimerais que l'aspect forestier avec la canopée s'avance jusqu'au grillage. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi il pleut autant en France en ce moment. Étant passionné de météorologie et ayant quelques contacts qui sont des météorologues, j'ai pu leur demander des informations et leur demander aussi quand est-ce que ça va enfin s'arrêter. Et je vais donc vous partager ces informations. N'étant pas moi-même météorologue et ayant juste obtenu des informations, je vais seulement vous les transmettre. Donc tout ce que je vais vous dire, ce sera à prendre bien entendu avec des pincettes. C'est juste voilà des informations qu'on m'a expliquées et que j'ai comprises. Je vais juste vous les partager, mais n'hésitez pas à essayer de vous renseigner de votre côté pour si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Le climat entier de la Terre est régi par 2 phénomènes. Il y a tout d'abord El Niño et il y a La Niña. Ces 2 phénomènes météorologiques sont en fait un ensemble de courants océaniques qui circulent sur toute la Terre et qui donc influent sur la météo de celle-ci. Du coup, le climat de la Terre est sous ingérence de El Niño pendant quelques mois, voire quelques années. Et après, elle passe sous l'ingérence du phénomène de La Niña, qui lui aussi dure quelques mois, voire quelques années. Et après, ça retourne à El Niño et ça alterne comme ça entre ces 2 phénomènes météorologiques. Les météorologues ont remarqué que c'était pendant les phases de El Niño où la moyenne des températures globales sur toute la surface de la Terre était les plus chaudes. Et sachez qu'on est sous le phénomène de El Niño depuis 2023 et qu'en 2024, nous sommes toujours sous l'effet de ce phénomène météorologique. Et là, vous allez me dire, mais je comprends pas, pendant qu'on est sous le phénomène El Niño, eh ben, il devrait faire plus chaud, non? Pourquoi il fait froid et il pleut? En fait, la montée de température de El Niño se fait sur la moyenne de l'ensemble des températures globales de toute la surface de la Terre, et pas seulement d'un pays ou l'autre. Donc il peut très bien faire froid en France, mais par contre très chaud dans d'autres pays, et c'est la moyenne en fait de toutes ces températures qui va faire la moyenne globale de température.
la surface globale des océans se réchauffe et donc ça provoque énormément d'évaporation qui finit sous forme de pluie après sur les terres. Et ces pluies, bien sûr, rafraîchissent le climat à l'intérieur des terres. El Niño, c'est comme une casserole sur le feu, sauf qu'on y met la terre à l'intérieur avec tous ces océans, et ces océans se mettent à bouillir, se mettent à se chauffer, et après ça crée énormément d'évaporation qui après forme des nuages et qui après forme des pluies. Et je vous laisse imaginer qui sont les nouilles dans l'histoire. Je vous ai d'ailleurs trouvé le graphique qui recense la moyenne des températures de la surface des océans, et je vais donc vous le mettre ici. Et en fait, là, on peut voir que la température moyenne des océans, normalement, elle devrait se situer au niveau des pointillés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en orange, c'était 2023, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a autant plu l'année dernière. Et nous, on est 2024, et regardez comme la courbe rouge, elle est vraiment hors limite, quoi. Elle part totalement en vrille, elle est totalement hors des moyennes qui ont été enregistrées jusqu'à présent. Et donc, c'est par la combinaison de El Niño et du réchauffement climatique qu'il y a autant de pluie en France et qu'il n'a jamais autant plu depuis toute l'histoire des relevés météorologiques. Ce qu'il faut comprendre donc ici, ça veut dire que dans le futur, avec les effets de El Niño combinés aux effets du réchauffement climatique, il va falloir s'attendre à avoir de plus en plus d'épisodes similaires. Et donc, il va falloir qu'on fasse évoluer nos potagers, évoluer nos jardins pour pouvoir gérer ce type de phénomène. Et donc, on risque d'alterner entre des périodes où il y a des sécheresses intenses et où on est en pénurie d'eau, et des périodes où, comme il y a en ce moment, des périodes où on a énormément d'eau, énormément de pluie et des inondations sur une bonne partie du pays. Pour finir sur une note positive, ces mêmes météorologues m'ont indiqué que d'ici le 30 mai, normalement les pluies devraient cesser et qu'on devrait de nouveau avoir du beau temps. Mais je dis bien normalement parce que malheureusement en météorologie, rien n'est sûr. Dans cette vidéo, vous aurez vu l'ensemble de tous les arbres fruitiers de la partie forestière de mon jardin, la zone 1. Et dans la prochaine vidéo, on fera la zone 2, la partie clairière. Maintenant, on va parler enfin de l'animal mystérieux que je vous avais teasé en début de vidéo et qui fait aussi l'objet de la miniature. En fait, sous la bâche de mon tas de fumier que j'avais fait dans la vidéo Comment avoir du terreau gratuit en illimité, dont je vous mets la miniature juste ici, il y a une femelle hérisson qui a décidé de faire son nid en dessous pour pouvoir protéger ses petits des intempéries. Je ne vais pas retirer la bâche pour vous montrer, pour éviter de la déranger, mais en fait, il y a eu une journée où il a tellement plu toute la journée que tout le terrain était inondé, et du coup on s'inquiétait pour les petits, et pour vérifier s'ils étaient toujours en vie, en fait on a soulevé la bâche, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'un des petits était un hérisson albinos. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre vie, dites-le moi dans les commentaires, mais moi en tout cas je n'avais jamais vu de hérisson albinos. Je vous mets l'image de sa découverte ici, et de l'autre côté je vous mets une photo. Et là on peut voir qu'il a les épines qui sont très blanches, très claires. Il a le poil en fait qui est blanc, qui est vraiment blanc hyper clair, et même les griffes sont blanches. C'est-à-dire que normalement elles sont censées être marron noir, et là elles sont totalement blanches. Pour attraper le hérisson, on a bien entendu mis des gants pour éviter de laisser notre odeur, et une fois qu'on était assuré qu'il était bien encore en vie, on l'a remis comme il était dans son nid. C'est pour cette raison que toute cette zone-là, je n'ai pas tondu pour éviter de les déranger. Comme ça, ils auront tout cet espace sauvage et naturel. Et également cette zone-là, que je n'ai pas tondu, où là, l'herbe est vraiment devenue très très haute. Malheureusement, les bébés hérissons ont très peu de chances de survivre à l'état sauvage, mais heureusement, lui, ce petit est bien tombé, parce que ici, nous travaillons en lien avec plusieurs associations de protection des hérissons. Et en effet, notre jardin est rempli de hérissons. Tous les hérissons sont recensés. Ils sont également pesés, ils sont également épouillés. On enlève les tiques et aussi on les vermifuge. Et on n'hésite pas à leur venir en aide si jamais ils sont en danger. Je vous donnerai donc régulièrement des nouvelles de ce bébé albinos. Et aussi, je mettrai également des photos sur le compte Insta de cette chaîne YouTube où vous aurez également des nouvelles là-bas également. C'est pour ça qu'ici, on laisse de grandes zones sauvages où on ne pratique pas la tonte pour que les hérissons puissent se trouver à manger. Et je vous mets d'ailleurs une vidéo de la maman hérisson juste ici qui cherche à manger pour ses petits. Après en avoir parlé avec une asso qui s'occupe des hérissons, on a finalement découvert que ce petit hérisson est peut-être pas albinos, mais leucistique. C'était une mutation encore plus rare que la mutation albinos. Je vous dis à la prochaine.